Bonjour à tous, bienvenue à Bruxelles, au cœur du Parlement européen. C'est parti, comme d'habitude, pour 30 minutes d'actualité européenne autour d'une thématique. Quel modèle agricole pour l'Europe de demain? Dans cette émission, je vous emmène en Allemagne. Les fermes industrielles peuvent-elles être une solution à la crise agricole que traverse l'Europe? Nous avons été à la rencontre d'un agriculteur à la tête d'une exploitation de grande taille. Mais d'abord, l'actualité. Le Salon international de l'agriculture a ouvert ses portes cette semaine sur fond de crise agricole. Une situation explosive. Le point avec Simon Blin. Ambiance tendue cette année au Salon international de l'agriculture à Paris. Lundi, le Premier ministre Manuel Valls essuie un affront de la part des agriculteurs. Parle pas beaucoup quand même, hein. Samedi, François Hollande est sérieusement chahuté durant l'inauguration du salon. Ça fait 1 an qu'on lui parle, qu'il nous écoute plus. Le stand du ministère a même été saccagé. Quelques jours plus tôt, des dizaines d'éleveurs et de producteurs en colère poussent le ministre de l'Agriculture Stéphane Le Foll à sortir de son domicile au Mans pour venir dialoguer avec eux. Tous demandent des mesures fortes pour sortir de la crise. Et ce n'est pas la baisse des charges annoncée par le gouvernement qui apaisera les tensions. Le secteur français souffre de graves difficultés comme ses voisins européens. En cause, la chute des cours et l'embargo des produits européens par la Russie. Face à ce marasme, Manuel Valls interpelle le commissaire européen à l'agriculture Phil Hogan pour imposer à Bruxelles des solutions collectives. La Commission doit faire maintenant des annonces fortes. Prochain conseil des ministres de l'agriculture, décisif le 14 mars. Alors peut-on ou pas sortir de la crise agricole et y a-t-il des remèdes en fait à ces crises multiples qu'on connaît maintenant depuis plusieurs années? Je vais en parler avec mes invités. José Bové, bonjour. Bonjour. On ne vous présente plus, hein. Vous êtes député membre du groupe des Verts ici au Parlement européen et vous êtes ex-leader de la Confédération paysanne et vous faites partie de la commission agriculture au sein de ce Parlement, tout comme Marc Tarabella qui est à côté de vous, député socialiste et démocrate belge. Merci et bienvenue. Bonjour. Et en face de vous, Yvan Hayet, bonjour. Vous êtes secrétaire général de la FWA, la Fédération Wallonne de l'Agriculture. Alors quand on voit ces images un peu impressionnantes, hein, vraiment de tension au Salon de l'Agriculture, comme on en a rarement connu, les propositions du gouvernement français, en fait, sont-elles suffisantes? On a juste proposé une baisse des charges et on voit que globalement, les négociations entre le secteur de l'agroalimentaire et notamment les producteurs laitiers achoppent. Alors c'est quoi la solution, José Bové? Je pense que déjà, ça fait plusieurs années que les paysans tirent la sonnette d'alarme. Nous avons tiré la sonnette d'alarme ici pendant la réforme de la PAC parce qu'on a vidé de l'ensemble de la politique agricole tous les outils de maîtrise de production. Et les derniers qui ont été démantelés, ce sont les quotas laitiers. Par la France 2015. en 2008, sous présidence française. C'est à partir de 2003 que la décision avait été prise par Madame Fischer-Boel, qui était commissaire européenne à l'agriculture, et depuis, tout a été mis en œuvre, et tous les gouvernements qui se sont succédés au niveau européen ont cautionné ça, alors qu'on savait qu'à partir du moment où on ouvrait les vannes de la production, eh bien, il y allait avoir une surproduction laitière, que le marché ne suivrait pas. Et que le marché ne suivrait pas, donc effondrement des prix et, une fois de plus, ce sont les paysans qui payent les pots cassés. Yvan Hayet, est-ce qu'il faut rétablir les quotas laitiers quand on voit que le prix de revient aujourd'hui est autour de 33 centimes, voire 36 centimes le litre et qu'il est vendu 26 centimes sur le marché? Certainement renouer en tout cas avec des outils de régulation des marchés. José Bové a parlé d'un des aspects qui est les quotas. Et là, je souscris pleinement à ce qu'il a dit. Et depuis 2003, on a cessé de dire que c'était une sottise que de sortir les quotas, mais aussi les outils de gestion, notamment les niveaux d'intervention. Et nous serons avec la Fédération Wallonne de l'Agriculture, présents ici à Bruxelles au prochain sommet des ministres européens de l'Agriculture, 14 mars. Venir demander qu'on renoue avec des outils de régulation. L'important pour les agriculteurs, avant tout, quelles que soient les aides qu'ils puissent recevoir, c'est d'avoir des prix rémunérateurs. Oui, parce qu'effectivement, là, il fonctionne à perte. Marc Tarabella, est-ce qu'on peut compter sur Phil Hogan, qui est le commissaire européen à l'agriculture, pour revenir un petit peu sur ces décisions et remettre des quotas laitiers alors qu'on les a supprimés il y a presque 15 ans maintenant? Ça m'étonnerait, parce que le commissaire Hogan, jusqu'à présent, a d'abord nié qu'il y avait une crise.
n'est pas quelqu'un qui a pour leitmotiv de vouloir réguler les marchés. C'est plutôt un ultralibéral qui veut laisser faire le marché, comme l'essentiel est de la Commission européenne, mais pas uniquement. L'ensemble des États membres, la majorité des États membres ne veulent plus réguler. Car quand on dit l'Europe, c'est la Commission, c'est aussi le Conseil, c'est aussi les gouvernements. Et dans ce Parlement, nous sommes minoritaires avec José Bové et quelques autres, en tout cas minoritaires. On voudrait avoir des mécanismes de régulation, que ce soit les quotas ou une politique de maintien des prix ou des aides contracycliques. Les Américains le font. Et Ce que vous appelez les aides contracycliques, c'est quoi? C'est comme les Américains. Quand le marché n'est pas porteur, eh bien, ils ont des filets de sécurité, c'est-à-dire un prix compensatoire pour leur assurer un revenu. Ici, on fait exactement l'inverse. Alors j'attire l'attention sur le grand danger qui nous guette, le TTIP, le traité transatlantique. Au niveau agricole, ce serait catastrophique de le signer. Et d'ailleurs, les Américains ont déjà sorti un document officiel qui montre qu'eux gagneraient et que nous perdrions. Et là, ce serait encore une crise avec beaucoup plus de problèmes pour toute une série de productions, notamment la volaille, le secteur du porc, de la viande de bœuf, et probablement le secteur laitier également. Mais alors le problème, pour être clair, c'est quoi? C'est la dérégulation ou c'est le poids de l'agroalimentaire et des centrales d'achat qui cherchent à faire baisser les prix? On a tendance en fait à pas y voir très clair dans les responsabilités. José Bové, de qui on parle en fait dans cette crise? Alors, je crois qu'il y a d'un côté le fait de ne pas maîtriser les volumes. Ouais. Donc là, souvent, l'industrie de la transformation est très intéressée parce que quand les prix baissent, eh bien, effectivement, leur matière première est plus basse. Mais eux, au niveau des marges, ils continuent à maintenir leurs marges, parfois même les augmenter. En 10 ans, la part qui revient aux agriculteurs dans la plus-value de l'ensemble de la chaîne alimentaire est passée de 30% à 20%. Ce Alors, qui veut dire que... qui récupère cet argent? Alors, qui récupère? Très simple. Pour moitié à peu près la transformation, pour l'autre moitié la distribution. Et ils se renvoient ça dos à dos chaque fois en disant non, c'est pas moi, c'est vous, etc. Il faut pas être dupe. On a en France par exemple 2 grands acteurs. Lactalis qui est une entreprise privée mais familiale. Aucun compte sur la table. Impossible de savoir ce qui se passe. Pareil dans la viande. Autre acteur privé, Bigard. Aucune transparence. Donc aujourd'hui, effectivement, ces entreprises disent c'est la grande distribution. Oui. Quand on leur dit montrez-nous les chiffres, ce que j'ai fait pendant des années, on n'a aucun chiffre, alors qu'effectivement, ils continuent d'augmenter. Alors, mais il y a autre chose là. Moi, j'ai vu, ce qui m'a quand même un petit peu frappé, que Intermarché et Leclerc, qui sont 2 grandes enseignes françaises, avaient mis en place en fait des accords pour acheter du porc, puisque c'est aussi l'autre secteur qui souffre de surproduction, enfin, et qui a du mal en fait à vendre, pas à perte. Et ces 2 groupes avaient mis en place donc des accords pour acheter le porc à prix plancher. Et aujourd'hui, à cause de cela, Bruxelles les attaque et ils risquent une amende avant IS. Est-ce qu'on n'est pas là dans une forme d'absurdité aussi de la part de la Commission européenne? Mais ce qui est dénoncé là, et c'est scandaleux quelque part, c'est qu'il y a une déconnexion totale de la société par rapport à une chose qui est élémentaire, c'est se nourrir. Une brique de lait, une côtelette de porc, même maintenant des morceaux nobles de bœuf sont vendus comme produits d'appel. Et il y a une déconnexion totale entre le fait noble de se nourrir. Bon, maintenant, on peut discuter trop de viande ou pas de viande et les quantités par semaine. Ça, c'est un débat diététique. Mais le fait de vendre et de se servir d'un produit laitier, qui est quand même un produit noble, qui est le premier aliment des mammifères, de le brader et de le vendre au prix le plus bas pour attirer le consommateur est quelque chose d'à proprement scandaleux. C'est vrai que l'alimentation a baissé la charge globale en fait des ménages. Il y a une déconnexion qui s'est faite entre l'acte de consommation, l'achat et la consommation telle qu'on devrait peut-être rappeler à nos concitoyens, parce que derrière ça, il y a des hommes et des femmes qui travaillent et qui méritent des rémunérations. Devenir des consommateurs finalement, c'est-à-dire changer nos habitudes alimentaires et comprendre que ces aliments-là, en fait, ont un coût qui n'est pas celui qu'on achète en grande distribution. Tout à fait. Alors comment on fait, Marc Tarabella, pour faire plier la mafia, entre guillemets, agroalimentaire? Oui, moi je n'appellerais pas ça la mafia. D'abord, l'agroalimentaire, ça transcende 80% de la production agricole. Ce qu'il faut, c'est évidemment mettre de l'ordre. Moi, j'aurais souhaité, à l'époque, que le pouvoir public soit le gendarme du marché et qu'on attribue une force, évidemment, de négociation aux producteurs, mais avec la tutelle de l'autorité publique. Mais ça, on n'en veut pas ici à Bruxelles. L'Europe n'en veut plus. On nous parle de bureaucratie. Il ne s'agit pas de bureaucratie, il s'agit de donner de la force à ceux qui n'en ont pas, au maillon le plus faible, comme vient de l'appeler Yvan Hayet. Et de faire en sorte que tous les acteurs soient autour de la table. L'agroalimentaire, la distribution, mais aussi les producteurs. Et de faire en sorte qu'ils ne puissent pas vendre à perte. Aujourd'hui, ils vendent clairement à perte.
le prix moyen du lait est en deçà largement du coût de production. Ça n'est pas normal, et ce depuis maintenant plusieurs mois d'affilée. Donc ce n'est même plus que le marché est erratique et est hyper volatile, il reste anormalement bas et donc non rémunérateur. C'est vrai pour le lait, c'est vrai aussi pour d'autres. Oui, mais là on voit qu'on sort une nouvelle fois d'une négociation avec tous les acteurs et que ça a chopé de nouveau. Donc qu'est-ce qu'il va falloir faire pour que enfin des solutions sortent de tout ça? Ouais, écoutez, moi je pense, ça a été dit à la fois par Yvan Hayet et Marc Tarabella. Ouais. Aujourd'hui, on a un vrai problème sur les prix. Moi, j'ai été paysan pendant plus de 30 ans. Quand je livrais à une laiterie mon lait de brebis, c'est eux qui me fixaient le prix et qui me faisaient la facture. Ce qui était quand même assez incroyable. Ouais, on fonctionne à l'envers. C'est-à-dire qu'on fonctionne à l'envers. On est le seul métier, celui de paysan, où on ne fixe pas le prix de vente de son produit, c'est celui qui vous l'achète qui le fixe. Ça veut dire qu'il y a un moment, les choses ne vont pas. Quand ce prix ne couvre pas vos charges et que vous ne dégagez pas de revenus, il y a un moment, ça ne peut plus fonctionner. Donc pour moi, je crois que c'est une chose essentielle, et c'est ce que j'ai demandé au ministre de l'Agriculture français. Je lui ai dit, il faut imposer un prix plancher qui couvre les charges. C'est anormal aujourd'hui qu'en Europe, on n'ait pas cette situation. On l'a voté ici au Parlement européen. J'avais fait un rapport en 2010 dans lequel je demandais un prix plancher qui couvre les coûts de production moyens. Ça a été voté à une très large majorité du Parlement européen. Mais la Commission européenne s'est assuyée dessus. Alors, il y a depuis de nombreuses années, en fait, on nous vend un modèle productiviste et on a été justement voir un petit peu comment ça se passait en Allemagne avec ces fermes de grande taille qui ont donc pignon sur rue. On les a vues en ex-RDA, mais elles commencent à fleurir sur tout le territoire allemand. Certaines exploitations comptent des milliers de bovins et des dizaines de milliers de porcs. Alors, est-ce une alternative à la crise? On a voulu aller voir et c'est Samia Déchir et Violette Bonnebasse qui se sont rendues à la ferme de Kemberg. Reportage. C'est un rituel bien huilé. 3 fois par jour pendant 5 heures, ce carrousel voit défiler 1200 vaches. Dans la coopérative laitière de Kemberg, en Allemagne de l'Est, la traite est entièrement automatisée. Seuls 3 employés encadrent le bétail, surveillé par 8 caméras. Vous le voyez là, il y a une caméra. On voit les vaches dans la cour. De là, elles arrivent dans le carrousel. Là, ça nous montre à quel emplacement elles sont traites, combien de lait elles donnent. Tout est identifié. Les informations sont récoltées pour savoir à la fin quelle quantité de lait a été produite dans le carrousel. En Allemagne de l'Est, ce gigantisme n'a rien d'exceptionnel. Du temps de la RDA, toutes les fermes ont été collectivisées. Celle de Kemberg a compté jusqu'à 2000 vaches. Après la chute du mur, elle a rouvert sous forme de coopérative privée, gérée par plusieurs familles. Vestiges de l'époque communiste, ces bâtiments vétustes sont aujourd'hui inutilisés. En 2014, la coopérative a été entièrement rénovée pour résister à une concurrence de plus en plus rude. Nous nous sommes dit, après avoir produit pendant 40 ans dans les anciens bâtiments, que nous avions besoin de changer nos conditions de travail. Nous voulions le faire au bon moment, ne pas rater le train en marche, mais nous adapter aux conditions que nous impose le marché mondial. Coût de l'opération, 10 millions d'euros. Les vaches produisent désormais jusqu'à 40 litres de lait par jour, soit 10 de plus qu'avant. La présence humaine est réduite au minimum, 19 personnes en tout pour les 1200 vaches. Même le ramassage du lisier est automatisé et envoyé directement dans ces méthaniseurs. Comme les éoliennes, ils produisent de l'énergie revendue aux compagnies d'électricité. Sur un an, la revente de l'énergie nous permet de financer les salaires pendant 3 mois. 1 mois avec le méthaniseur, 1 mois avec le photovoltaïque et 1 mois avec le parc éolien. Une source de revenus indispensable, car ces fermes industrielles érigées en modèle ne sont en fait pas rentables. 1 litre de lait coûte 33 centimes à produire pour un prix d'achat de 26 centimes. 33 centimes, ce serait le prix plancher. Là, on se dirait que notre travail est respecté. Mais faire plus d'économies dans les coûts de production, ce n'est plus possible. Nous ne voyons pas ce que nous pourrions faire de plus.
Vu les millions d'euros empruntés pour leur modernisation, les fermes industrielles sont vulnérables. Face à la chute des cours du lait, l'industrialisation ne protégerait donc pas les exploitants. Le modèle n'est pas rentable et il est de plus en plus contesté. En janvier dernier, des milliers de personnes défilent à Berlin contre l'élevage de masse. Elles dénoncent entre autres la pollution générée par les fermes industrielles. Car pour nourrir leurs bêtes, ces exploitations cultivent des centaines d'hectares de céréales ou d'herbes arrosées de pesticides. Beaucoup de bioaérosols et de substances proviennent des fermes industrielles. Ils sont très concentrés et contaminent directement l'environnement. On a remarqué que le paysage s'était déjà complètement modifié avec les apports en azote. Des plantes complètement nouvelles se sont implantées. En Allemagne de l'Est, la colère monte. Dans le Brandebourg, un collectif d'associations a lancé une pétition dans l'espoir d'organiser un référendum régional contre l'élevage de masse. 80 000 signatures étaient nécessaires. Ils en ont récolté plus de 100 000. Ils demandent notamment la fin des subventions aux fermes industrielles, car les aides de la PAC sont attribuées en fonction du nombre d'hectares. Celui qui a beaucoup d'hectares reçoit beaucoup d'argent. Celui qui a moins d'hectares reçoit peu d'argent. Les élevages biologiques qui se lancent aujourd'hui ont moins de terrain, donc moins d'argent. Donc nous disons, pas de subventions liées à la surface. Le collectif réclame des subventions conditionnées au respect de l'environnement et du bien-être animal. Le Parlement local se prononcera en mars. Si les députés votent contre, ce sont les citoyens du Brandebourg qui seront appelés aux urnes. Difficile de prévoir l'issue du référendum, mais une chose est sûre, ce modèle, subventionné à grands frais, montre aujourd'hui ses limites. Yvan Raya, alors même ces fermes industrielles qu'on pensait être une alternative n'en sont pas une. On voit que le prix de revient, là aussi, enfin le prix plancher n'est pas atteint. Est-ce qu'on n'est pas à la fin d'un cycle? Est-ce qu'on n'est pas à la fin d'un monde et d'un modèle agricole? Effectivement, depuis toujours, parce qu'il faut rappeler que les agriculteurs sont avant tout des entrepreneurs. Les progrès sur 50 ans de PAC, les progrès de la science, de l'accompagnement agronomique, ils ont naturellement toujours cherché à se développer, à s'agrandir. Heureusement, en ce qui nous concerne en Wallonie, je pense pouvoir dire qu'on garde une agriculture qui est relativement, ou même très étroitement liée au sol. Nous avons peu de développement de spéculation hors sol. Il y a un peu de porc, un peu de volaille, mais c'est relativement restreint. Et effectivement, cette année-ci, ou ces 2-3 dernières années, annonçant la sortie des quotas, certains se sont dit qu'on va aller chercher l'économie d'échelle pour tenter de rester tous ces grandes fermes, dans un environnement mondial. Marc Tarabella, est-ce que le modèle, justement, aujourd'hui, on voit que c'est une demande en fait citoyenne de savoir d'où vient notre alimentation, d'être en capacité de suivre un petit peu son cheminement et surtout de consommer un peu responsable. Est-ce que justement, là, je vais vous reposer la question, mais est-ce que ce n'est pas la fin d'un cycle et est-ce qu'on n'est pas en train d'inventer autre chose? Ceci est le contre-exemple de ce qu'il faut faire. Et votre reportage est bien fait parce qu'il insiste sur le fait que l'investissement hyper-industriel, ceci n'est plus une ferme, c'est une industrie qui se sert du vivant pour produire, et du bétail en particulier, des vaches en l'occurrence. Ça n'a plus rien à voir avec l'agriculture familiale à taille humaine et liée au sol, avec le traitement des sols. Et celui ici, ce qui se passe, c'est que la ferme, et votre reportage le montre, elle n'est pas plus rentable que celui, elle est même moins rentable et plus vulnérable que l'agriculteur. Heureusement qu'il y a le méthaniseur finalement. Il y a ces 30, 40, 50 vaches ou 100 vaches et qui utilise notamment ces herbes et qui est lié au sol. Lui va être moins vulnérable parce qu'il va avoir moins d'intrants. Ici, on parle de céréales avec les pesticides qui sont à côté de la ferme. C'est aussi du soja qui vient d'outre-Atlantique. Et les vaches ne voient plus la prairie. Donc il y a évidemment un sérieux problème. Et puis c'est aussi les mêmes ici qui nous parlent du bien-être animal, mais je constate que c'est dans le nord de l'Europe que ce genre d'industrie a plus le vent en poupe. Le Danemark notamment, la Suède, l'Allemagne. Et malheureusement,
certains croient que cette agriculture-là est celle qui s'est modernisée. Ouais. Or, je le répète, ce n'est pas le sens dans lequel il faut aller. Typiquement, on voit qu'en France, c'est un peu ce que prône la FNSEA, hein, Fédération nationale, enfin, le plus gros syndicat qui représente la plupart des agriculteurs. L'idée, c'est de grossir pour pouvoir atteindre une taille critique et donc peser sur le marché. Et est-ce que c'est aujourd'hui, José Bové, une stratégie suicidaire quand on voit, et je prends ce mot sciemment, quand on voit qu'on compte aujourd'hui 600 suicides d'agriculteurs par an qui arrivent justement, qui n'arrivent plus à prendre en charge leur exploitation, qui n'arrivent plus à rembourser leurs dettes. Grossir, ça veut dire mourir à terme ? En tout cas, les études aujourd'hui montrent très clairement que ce sont les exploitations modernisées dans ces dernières années qui sont les plus fragiles. Ceux qui ont tenté les coups d'avoir des productions d'1 million de litres de lait, aujourd'hui, c'est eux qui ont les coûts de production les plus élevés, au-delà de 40 centimes du litre. Ce qui veut dire très clairement, et c'est des études qui ont été faites maintenant, au-dessus d'un certain niveau de production, il n'y a aucun gain de productivité, au contraire, ça coûte de plus en plus cher. Et donc l'agriculture ne peut pas être traitée comme une usine qui fait des voitures ou des frigos. C'est pas une industrie comme les autres. On ne peut pas robotiser l'agriculture en croyant qu'on va faire des économies d'échelle, parce qu'à la fois il y a la question du bien-être animal, il y a la question de l'environnement, parce que ces animaux restent enfermés 24 heures sur 24, et puis il y a la question sociale. C'est-à-dire que c'est toute la désertification des campagnes qui est en train de se faire. Si on a ce modèle en France demain, sur 100 départements, on en a besoin de 15 pour produire. C'est-à-dire que toute la multifonctionnalité de l'agriculture disparaît. Et quand je vois cette ferme, moi j'ai qu'une seule chose à dire, c'est que la viande et le lait qui sont produits dans cette ferme, en fait, sont les sous-produits de la merde qui sert à faire tourner les digesteurs. C'est-à-dire que l'économie de cette ferme, elle se fait sur les digesteurs. C'est un scandale dont les prix peuvent baisser et souvent c'est un véritable scandale et ça sert l'agroalimentaire. Yvan Hayet. La fin d'un cycle, je vais essayer de répondre, même si je n'ai pas la réponse. Ce que je voulais simplement dire, c'est que un homme gère un troupeau 60-65 vaches. Ça, c'est un homme. Voilà. Le problème, c'est qu'en gérant correctement ces 65 vaches, il gagne sa vie, il puisse élever, disons, 2 enfants et avoir une carrière qui est correcte. Alors, de 2 choses l'une. L'Europe, en fait, l'agriculture coûte aux Européens entre 100 et 120 euros par citoyen européen par an. Soit on continue et on soutient le revenu des agriculteurs, ce qui est en train de disparaître d'une certaine manière, soit... Et moi, je travaille au niveau de la filière, la concertation chêne. Je ne suis pas là pour faire le prix des autres maillons et la marge des autres maillons. Je dis simplement que produire 1 litre de lait, c'est autant. Il faut partir de ça, que chacun ait sa marge. Et in fine, le consommateur doit être conscient que c'est normal de payer tel prix pour une litre de lait. Alors, on voit que depuis cette crise, de plus en plus d'agriculteurs souhaitent passer en bio parce qu'on voit bien que pour le coup, là, le bio fonctionne et ça se vend correctement à des prix qui sont à la hauteur de l'investissement de l'agriculteur. Finalement, il faut quoi? Monter en qualité pour pouvoir prétendre à vivre correctement? José Bové? Moi, je crois que d'abord, ce sont les consommateurs qui choisissent. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on parlait tout à l'heure des consommateurs. C'est eux aujourd'hui qui orientent. Ils veulent des petites fermes, petites ou moyennes. Ils veulent une agriculture de plus en plus saine, avec le bien-être animal, et ils veulent des produits d'agriculture biologique sans pesticides. 10% du lait aujourd'hui vendu en France, du lait en bouteille, c'est du lait issu de l'agriculture biologique. C'est quand même un signe très important. Donc c'est pour ça qu'on se bat ici au niveau du Parlement pour essayer d'améliorer les règles sur l'agriculture biologique, pour faire en sorte qu'on puisse augmenter le nombre d'agriculteurs. Alors justement, à ce propos, José Bové, la transition est parfaite. J'ai ouï dire qu'il y a un rapport, enfin, il y a une négociation en ce moment sur la labellisation bio et que le rapporteur qui est membre du groupe des Verts dans lequel vous êtes vous-même serait prêt à lâcher face à la Commission et au Conseil pour qu'on puisse avoir même des pesticides dans les produits qui seraient labellisés bio. C'est vrai ou pas? Est-ce que les Verts vont tuer le bio?
Alors, ce qui est intéressant, c'est effectivement, c'est un verre allemand, Martin Häusling, qui est le rapporteur. Et donc, il est aujourd'hui dans ce qu'on appelle le trilogue au niveau européen. C'est la négociation. La négociation avec la Commission de M. Hogan, c'est pas celle de Dacian Cioloș qu'on avait avant. Qui était roumain. Et le Conseil sous présidence néerlandaise. Et là, c'est la castagne. C'est la castagne parce qu'effectivement, tous les libéraux aujourd'hui refusent, par exemple, qu'on puisse être dans une logique qui irait, on commence avec sa ferme sur une production, et bien cette production, demain, l'ensemble de l'exploitation devrait être en bio à l'espace de 7 ans, 10 ans, pour aller dans une dynamique d'augmentation. Impossible de faire passer ça pour l'instant. Impossible aussi. Aujourd'hui, ils sont en train de nous dire, écoutez, il y a peut-être des résidus de pesticides. Mais c'est pas grave finalement. En gros, s'il y a des résidus de pesticides, ça va être déclassé. Mais qui va payer? Et c'est là où il faudrait que le principe pollueur-payeur, c'est-à-dire que les fabricants de pesticides doivent payer, parce que l'agriculture biologique, lui, quand il plante, tout son processus est contrôlé, il a un cahier des charges. Mais au final, si son produit est pénalisé, eh bien, personne l'indemnise. C'est un scandale. Marc Tarabella, c'est un scandale. Non, mais l'enjeu, il est clair. C'est dommage que José Bové n'a pas été rapporteur. Il aurait été plus strict que son collègue allemand. Il ne peut pas le dire. Lui, moi, je le dis. Son collègue allemand est moins efficace que lui, mais lui, il ne peut pas le dire. Moi, je le dis. Je l'ai dit ouvertement. Je dis simplement qu'il faut préserver le bio. C'était une niche à une époque. Aujourd'hui, ça devient un business. C'est 22 milliards d'euros à l'échelle européenne. Et ce qu'il faut éviter, c'est de le dénaturer pour faire entrer des gens qui ne veulent pas faire du vrai bio et qui trompent les consommateurs. Et ça, c'est là qu'est l'enjeu aujourd'hui. La décertification, c'est important. Et effectivement, il y a aussi le code civil, le même en France qu'en Belgique. La responsabilité civile, celui qui pollue le champ de son voisin doit payer. Il ne faut pas de fonds d'indemnisation, parce que le problème, c'est que ça déresponsabilise tout le monde. Il faut que celui qui pollue et qui n'a pas pris les précautions pour préserver le champ de son voisin bio paye à un moment donné. Et clairement, la désertification, c'est important. La mixité, moi, je ne suis pas pour. La mixité. La mixité dans une exploitation, parce entre bio et à un moment donné, on peut faire une transition vers le bio et on doit y croire. Et clairement, avoir un vrai bio avec les consommateurs qui se payent 30 à 50% de plus, cher. Alors ils ne doivent pas être trompés. Et donc, il doit y avoir, pour moi, une grande attention à ce que le label ne soit pas dénaturé. Les gens ont besoin d'avoir cette confiance. Et en plus, elle est croissante aujourd'hui, parce que la consommation bio est en demande. Et attention aussi aux importations. Exiger la même qualité des importations, parce qu'aujourd'hui, la majorité sur le du bio consommé en Europe, c'est des importations. C'est que les labels soient pas les mêmes. On n'en produit pas assez. Rapidement, Yvan Hayez, le bio, donc c'est... Rapidement, il est clair que le bio est en pleine émergence, il faut l'accompagner, il ne faut pas non plus l'étouffer en allant trop vite. Moi, ce que je veux dire, et parfois, ça me fait mal parfois d'entendre ces discussions comme s'il y avait des bons et des mauvais. Non, l'agriculture est en mutation permanente, il faut l'encadrer, il faut l'accompagner. Et José Bové avait raison, disant il y a une attente de la société, mais les attentes sont multiples. Et le consommateur n'a pas nécessairement le même comportement en semaine quand il est pressé ou le week-end quand il a un peu le temps. Et donc, je ne voudrais pas qu'on oppose les agricultures, qu'on la fasse évoluer et rappeler que c'est vrai aussi, et les sondages organisés par la Commission le montrent, entre les attentes sociétales des concitoyens et le comportement de ces mêmes concitoyens en termes de consommation, parfois, c'est pas en phase non plus. Donc voilà, c'est jamais tout blanc ni tout noir. Eh bien, écoutez, ce sera le mot de la fin. Merci, messieurs, de nous avoir éclairés sur ces questions complexes. Et j'espère que tout ceci vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair. Vous retrouverez la semaine prochaine Ahmed Tazir. Mais pour l'instant, pour nous, c'est fini. Ciao.